La Terre nous tient à cœur. Un podcast réalisé par Alexandra Warny-Drièche. À travers ce média, je vous emmène sur le terrain, au plus près de celles et ceux qui étudient, soignent ou subissent les effets des bouleversements écologiques. Scientifiques, médecins, victimes de pollution, ensemble, ils nous racontent comment la santé de la planète et la nôtre sont intimement liées. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 5e épisode de La Terre nous tient à cœur. Aujourd'hui, on va parler de cigarettes. Et je sais que le sujet va vous intéresser parce que même si vous n'êtes pas fumeur ou fumeuse, vous connaissez forcément quelqu'un qui l'est. Alors si je commence en vous disant que fumer tue, vous allez me répondre que vous l'avez déjà entendu 1000 fois. Mais je ne peux pas ne pas rappeler en introduction que la cigarette reste la première cause de décès évitable. Les dernières données de Santé publique France montrent que plus de 68 000 personnes en sont mortes dans notre pays en 2023. Au moins, c'est dit. Mais au-delà de ce chiffre déjà immense, il faut savoir que chaque cigarette a des répercussions qui dépassent largement la personne qui fume. L'air autour de nous, les sols, les eaux et même les forêts. Tout notre environnement est affecté par ce geste à la fois banal et répété. Et c'est justement ce que nous allons explorer avec un spécialiste, le docteur Olivier Galera, qui décrypte ce qui se cache derrière les chiffres pour raconter l'impact réel qu'ils ont sur nos vies et sur l'environnement. Et surtout, j'insiste sur ce point, il nous rappelle que celles et ceux qui fument sont d'abord les victimes d'un système bien huilé par les industriels du tabac. Olivier Galera, bonjour. Bonjour. Vous avez commencé votre carrière comme médecin du sport avant de devenir tabacologue. Qu'est-ce qui vous a amené à vous spécialiser dans l'accompagnement des fumeurs ? Alors, l'accompagnement du fumeur, ça a été une suite logique de mon parcours professionnel. J'ai effectivement fait beaucoup de médecine du sport, notamment auprès de la Fédération française de triathlon. Et je travaillais dans un service de médecine du sport qui était couplé avec les explorations de la fonction respiratoire. Donc, on était très proche du service de pneumologie et on a été chargé du réentraînement à l'effort des patients qui étaient atteints de pathologies respiratoires, notamment de BPCO post-tabagique, qui est la principale maladie respiratoire associée au tabagisme. Et c'est par ce biais-là, par le réentraînement à l'effort des patients BPCO post-tabagique, que je me suis intéressé forcément à la tabacologie pour essayer de les aider au mieux à sortir de ce piège, qu'est la cigarette. Oui, pour ne plus devoir les aider après, mais les aider avant que ce soit trop tard, quoi. En gros, prendre le problème à la source. Exactement. Voilà. C'est assez frustrant, en fait, d'avoir à gérer et tout le système de santé est impacté, que ce soit le système de ville ou le système hospitalier ou les cliniques, par les conséquences du tabagisme. C'est assez frustrant d'avoir à gérer des maladies chroniques qui, pour la majorité d'entre elles, vont avoir comme seule lumière la stabilisation ou l'amélioration des symptômes, mais rarement la guérison. Voilà. Donc effectivement, mieux vaut prévenir que guérir. Et on reste sur la première cause de mortalité, mais de morbimortalité, c'est-à-dire de pathologie chronique totalement évitable. Ça, on le voit bien dans les pays qui ont vraiment bien avancé sur le tabagisme. Il y a des maladies qui disparaissent, comme le cancer du poumon, des choses qui, chez nous, sont encore extrêmement prégnantes. Donc, oui, c'est là qu'on se dit qu'il faut agir, c'est en amont. Quand on parle de tabac, on pense immédiatement à la santé. Et pourtant, dans votre livre Tobacolibri, publié aux éditions H-Diffusion, vous donnez une vraie place à l'environnement. Vous écrivez comment se libérer du tabac pour soi, pour ses proches et pour la planète. Alors, avant de continuer à parler de santé, j'aimerais qu'on creuse un peu ce sujet avec vous. Expliquez-nous en quoi le tabac est aussi un problème environnemental majeur et pas seulement une affaire de santé individuelle. Oui, c'est effectivement un aspect qui est assez peu traité et assez méconnu des consommateurs de tabac. Pourtant, à l'heure du dérèglement climatique et de l'effondrement de la biodiversité, où chacun d'entre nous peut s'interroger sur sa consommation d'huile de palme, de viande rouge, etc., on se pose rarement la question de l'impact écologique du tabac. Pourtant, il est assez monstrueux, il faut bien le dire, puisque quand on fait les comptes, on a un impact en termes de gaspillage d'eau, de coût carbone, d'utilisation de pétrole, qui est entre 5 et 10 fois celui de la viande rouge, rapporté par consommateur. Et on s'est rendu compte que c'était souvent un levier pour certains de nos patients, des fois contre toute attente, parce que on aurait pu s'attendre à un effet générationnel, par exemple, et c'est pas vraiment ce qu'on observe. On a beaucoup de personnes qui, lorsqu'elles sont informées, parce qu'elles restent assez
ignorants de ces aspects, informés de l'impact écologique du tabac. Ils trouvent un levier motivationnel et c'est aussi pour nous une façon de valoriser l'arrêt en mettant sur la table le fait qu'arrêter de fumer, ben, c'est vrai que pour soi, c'est ce qu'on fait de mieux pour sa santé, pour son portefeuille aussi, son pouvoir d'achat, puisque ça commence à coûter très cher. Mais qu'en arrêtant de fumer, en fait, chaque ex-fumeur fait certainement ce qu'il peut faire de mieux à son échelle pour lutter contre la déforestation, la pollution plastique, les émissions de gaz à effet de serre, parce que c'est certainement la consommation qui avait le plus d'impact sur l'environnement. Donc c'est pour ça qu'on dit souvent, nous, à la fin, merci aux patients qui ont arrêté de fumer et pas que bravo. Voilà. Merci parce qu'ils ont contribué à créer un monde un peu plus respectueux de l'environnement. C'est une part de colibri, d'où le titre du livre. Oui, puisque vous expliquez aussi qu'il y a pas mal de pesticides et d'engrais utilisés pour les plantations. Oui. Et en termes de déforestation, vous pouvez nous rappeler un peu les chiffres Alors les chiffres sont assez impressionnants. Donc il faut rappeler que la culture du tabac, si on recentre la consommation sur nous, la France, la majorité du tabac qui est fumé en France est importé d'autres pays. Hein. Il reste plus que 1500 exploitations agricoles en France qui font du tabac. Si toute la culture du tabac était réservée à la consommation des Français, ça ne couvrirait que 25% de notre consommation, donc il faudrait quand même aller en importer les 3/4. Mais la magie noire, j'allais dire, de la mondialisation fait que la très grande partie du tabac qui pousse en France est exporté. Et donc, plus de 90% du tabac qui est consommé en France est importé. Essentiellement Inde, Indonésie, Chine, Malawi, Brésil. Dans ces pays-là, la culture du tabac va être à l'origine d'une déforestation massive, puisqu'on estime que c'est à peu près 200 000 hectares de forêts primaires qui disparaissent chaque année pour la plantation du tabac. Alors 200 000 hectares, ça représente à peu près la superficie forestière des Yvelines, s'il y a des adeptes des pains au chocolat, de l'Ariège, pour ceux qui préfèrent la chocolatine. Voilà, c'est deux surfaces à peu près équivalentes pour nous parler. C'est pas la principale source de déforestation, la plantation. Aujourd'hui, la majorité du tabac qui pousse dans le monde va être séché au feu de bois pour être séché plus rapidement. Et il faut 8 à 20 kilos de bois pour sécher un seul kilo de tabac. Ouais, c'est ça qui est. C'est ça qui est à l'origine de la majorité de la déforestation dans les pays producteurs. Et donc, aujourd'hui, on sait que la déforestation liée à la culture du tabac, ça représente 5% de la déforestation mondiale. Donc, un arbre sur 20 qui est abattu sur cette planète l'est pour fabriquer des cigarettes et des produits du tabac. Les pesticides, oui, effectivement, dans ces pays, la réglementation est assez différente et on utilise encore des pesticides qui sont interdits, par exemple, dans l'Union européenne et qui ont un impact majeur sur la biodiversité, avec un cycle infernal, par exemple, on utilise des pesticides qui vont participer dans certains pays à la sélection de souches de moustiques plus résistants, des pays où le paludisme est encore la première cause de mortalité. Et on voit finalement le lien de santé planétaire entre le contact avec cette culture et le retentissement sur la santé de la population. Ouais. Et pour revenir à la destruction de forêts, le Parlement européen a voté un texte en 2023 pour lutter contre les importations liées à la déforestation, mais le tabac n'y apparaît pas. Comment expliquez-vous cette omission alors même que d'autres cultures agricoles y sont bien listées ? Alors, je vais avoir du mal à l'expliquer. Alors, ce texte, déjà, il patine un petit peu parce que il a été voté qu'on ferait un texte. Il a encore été décalé d'1 an, donc si je dis pas de bêtises, oui, c'est ça, ouais, à fin 2026. Donc, c'est toujours pas acté. Pour laisser le temps au pays de se préparer, etc. Ouais. Voilà, avec un petit peu de pression, voilà, aussi de certains pays qui sont plus ou moins décidés à avancer ou pas sur la question. Mais effectivement, vous mettez le doigt dessus. Ce traité, il prend en compte des consommations de produits qui, pour l'instant, ne poussent pas, en tout cas en quantité suffisante, dans l'Union européenne. Donc, il faut importer le cacao, le soja, le café. Si on veut continuer à en consommer, il faut l'importer. Mais il fait totalement abstraction sur la question du tabac. Alors, je n'ai pas l'explication. J'ai des hypothèses. La première hypothèse qu'il faut jamais mettre de côté, en fait, parce que on pense souvent que les choses sont toujours décidées, mais il y a l'ignorance aussi, il y a la sous-information des décideurs, et y compris au plus haut niveau, cet impact sur la déforestation de la culture du tabac est souvent méconnu et sous-estimé.
De même que les impacts sanitaires encore aujourd'hui, ça paraît fou de dire ça, mais auprès de grands décideurs, on se rend compte qu'on est encore très sous-informé. L'autre problématique qui a été relevée encore récemment par un rapport de 2 associations, Stop et Contre-Feu, l'ancienne Alliance contre le tabac, mais qui fait que rebondir sur ce qu'avait déjà dénoncé la médiatrice auprès de l'Union européenne en 2023, si mes souvenirs sont bons, c'est qu'on a un gros problème de lobbying et de l'industrie du tabac auprès de l'Union européenne. Il y a un lobbying qui est tout à fait légal, j'allais dire, déclaré, qui est déjà énorme, puisqu'on a plus de 139 personnes qui rencontrent annuellement les décideurs politiques qui sont rattachés directement à l'industrie du tabac. On sait, les sommes officielles, c'est 14 millions d'euros dédiés par l'industrie du tabac au lobbying auprès des décideurs européens. Donc, c'est des choses évidemment sur lesquelles ne peuvent pas contrebalancer les associations de santé publique. Et surtout, il y a un problème de transparence sur les autres contacts un petit peu moins officiels. Donc on sait qu'il y a un point important de l'industrie du tabac sur les décideurs, et notamment dans un contexte européen où l'industrie du tabac a investi dans certains pays d'Europe sur la fabrication de produits qu'ils prétendent à risque réduit, c'est-à-dire sans combustion, notamment les produits du tabac chauffé avec l'installation d'usines en Italie ou dans d'autres pays. Et forcément, l'impact fait que ces pays-là n'ont pas forcément la même volonté d'agir sur la question du tabac dans sa globalité, que ce soit pour la santé ou pour la déforestation ou autre chose, en tout cas de ternir l'image de l'industrie. Voilà, donc on est toujours sur des jeux de lobby qui font qu'il y a pouvoir et contre-pouvoir entre lobby et plaidoyer pour la santé publique. Ça peut être une hypothèse. Ok. Et au-delà de l'environnement, on a également de nombreux éléments très documentés et choquants sur les conditions de travail dans les plantations de tabac. Pouvez-vous nous expliquer quels sont les risques sanitaires pour ces ouvriers, en particulier pour les enfants qui seraient au moins 1,3 million à y travailler selon les chiffres officiels, mais dont on sait qu'il y en a beaucoup plus en réalité, puisqu'il y en a beaucoup qui travaillent avec leur famille, donc sans statut formel. Oui, effectivement. La culture du tabac repose encore aujourd'hui énormément sur le travail majoritairement illégal des enfants, que ce soit au Malawi, en Indonésie ou dans d'autres pays producteurs de tabac. Y compris les États-Unis d'Amérique, où beaucoup d'adolescents mexicains ou issus de l'immigration sont exploités dans les champs de tabac pour produire les différents tabacs qui seront importés chez nous. Ces enfants sont souvent déscolarisés, ou on peut bien le comprendre, on part avec un désavantage quand même au niveau euh, social et scolaire compréhensible. Beaucoup, comme vous l'avez souligné, sont obligés de travailler parce que les parents sont si peu rémunérés pour la culture du tabac que tout le monde s'y met. Alors, c'est les enfants, mais c'est aussi les grands-parents quand il y en a. Voilà, tout le monde doit travailler pour arriver à subsister. Donc, il faut bien rappeler que la culture du tabac, elle n'enrichit pas le producteur. Les multinationales s'enrichissent, mais les producteurs sont extrêmement pauvres. La caricature peut-être de cet État, c'est le Malawi, un pays qui a essentiellement un produit intérieur brut qui est basé sur la culture du tabac, qui reste un des pays les plus pauvres du monde, où la population est extrêmement pauvre, cultivant du tabac qui va enrichir ensuite les multinationales. Donc les enfants qui travaillent dans un champ de tabac sont effectivement exposés à des problématiques sanitaires qui sont assez méconnues des consommateurs. Les enfants dans ces pays sont souvent non-fumeurs, mais sont exposés au travail à main nue des feuilles de tabac. Or, la plante tabac, la feuille contient naturellement de la nicotine. La nicotine, c'est une substance naturelle que produit la plante de tabac, comme d'autres plantes de la même famille, les solanacées. Et la nicotine est un insecticide naturel, un produit neurotoxique, donc qui va s'attaquer au système nerveux. Ces enfants qui vont travailler à main nue les feuilles de tabac dans la journée absorbent en moyenne 50 mg de nicotine, donc c'est l'équivalent à peu près d'une cinquantaine de cigarettes en termes de nicotine par jour. Ah oui. Voilà. Et c'est ce qui va entraîner des signes de surdosage très forts. On peut clairement parler d'intoxication à la nicotine qui vont se manifester par des maux de tête, des nausées, des vomissements, des douleurs abdominales. On ne connaît pas très bien le retentissement sur le développement neurologique de ces enfants, mais on peut se douter qu'être exposé à des telles doses de neurotoxiques aussi tôt et aussi massivement peut avoir des impacts. Mais on va pas mettre une IRM au Malawi pour étudier le développement des enfants malheureusement dans les champs de tabac.
L'autre aussi catastrophe, c'est que cette maladie est sous-diagnostiquée et que les enfants qui présentent ces symptômes dans des pays où le paludisme fait encore des ravages, sont malheureusement souvent diagnostiqués à tort comme atteints du palu, parce que mal de tête, mal au ventre, ça peut faire penser à de la fièvre, et ne sont pas identifiés comme intoxiqués à la nicotine. Donc on les traite quand on le peut pour une maladie qu'ils n'ont pas finalement, et on les renvoie travailler au champ, continuer à s'intoxiquer. C'est ce qu'on appelle la maladie du tabac vert. Ah ouais. Ok, ok. Et donc du coup, quand la cigarette arrive enfin dans la main ou devrais-je dire dans la bouche du consommateur français, est-ce qu'il est possible de savoir d'où vient le tabac qui la compose? En gros, est-ce qu'il y a des cigarettes éthiques, respectueuses de la planète et des conditions, avec des conditions de travail dignes? Bon, la réponse va être très nuancée, c'est non. Non. Vous ne savez Ok. pas d'où vient le tabac qui vous est vendu par le buraliste au coin de votre rue. Je vais repartir sur le Malawi. Le Malawi produit l'un des tabacs les moins chers au monde. Donc la majorité des cigarettes vont utiliser du tabac du Malawi en différents pourcentages qu'on va mélanger avec d'autres tabacs. Il faut savoir aussi que dans les cigarettes, il y a souvent ce qu'on appelle du reconditionné, c'est-à-dire tout ce qui tombe dans les usines qu'on ramasse et qu'on met en petit pourcentage dans les cigarettes. Donc la cigarette, finalement, c'est un mélange de tabac, dans l'immense majorité des cas, il y a des exceptions. Mais non, aujourd'hui, vous pouvez pas, comme c'est un projet pour le miel, mais c'est notre problème, par exemple, savoir que vous avez 5% de tabac qui vient du Malawi, 10% d'Indonésie, 30% du tabac de Virginie. Non, vous n'avez pas de traçabilité claire sur l'origine de votre tabac, donc fumer éthique, c'est un leurre. Ok. Et concernant le vapotage, alors beaucoup le présentent comme une alternative avec de gros guillemets et moins pire, hein. Sur le plan environnemental, est-ce vraiment mieux ou est-ce seulement déplacer le problème vers d'autres pollutions? Alors effectivement, c'est pas plus ou moins pire, c'est différent. Voilà, on va avoir un impact écologique qui va être un petit peu différent. Il y a la pollution plastique. Il y a surtout, alors le problème vraiment caricatural, il y a 2 ordres, c'est le fait qu'il n'y a pas de filière vraiment mise en place effective de recyclage. Beaucoup d'utilisateurs ne vont pas avoir la possibilité de faire recycler les composants d'une cigarette électronique, alors que dans les faits, la majorité d'une cigarette électronique serait recyclable. Donc ça va entraîner un gaspillage notamment de métaux, en particulier de lithium, de cuivre, qui dispersés dans l'environnement vont s'avérer des polluants extrêmement notables. Alors la caricature de ça, c'est les cigarettes électroniques jetables, les célèbres puffs, voilà, qui ont été interdites légalement. Mais pour être père de 2 adolescents, il y a rien de plus facile que de vous procurer une puff, une cigarette électronique aujourd'hui en France à la sortie d'un établissement scolaire. D'autant que les cigarettiers ont trouvé une petite combine pour passer à travers la loi, c'est-à-dire qu'on peut recharger aujourd'hui une cigarette électronique, donc elle n'appartient plus à la définition de jetable. Donc elle va être jetable au final, mais ils arrivent à passer à travers. Et là, les cigarettes électroniques jetables, c'est vraiment une catastrophe puisque c'est une quantité de lithium importante qui va être gaspillée, au-delà de l'aspect polluant de l'environnement, à l'heure où nos sociétés font le pari, à tort ou à raison, de la décarbonation et donc de l'électrique. Et on sait aujourd'hui que du lithium, on va en avoir besoin. L'Agence internationale de l'énergie dit qu'il va falloir 40 fois plus de lithium d'ici 2040. Donc on va à un moment avoir une question à se poser, c'est est-ce qu'on continue à gaspiller du lithium pour faire des vaporisateurs pour les vapoteurs, ou est-ce qu'on recentre cette ressource rare sur la décarbonation de l'industrie? Au-delà du prix, de la question du prix aussi, qui risque d'être que plus la ressource va être rare, plus les prix risquent de s'envoler. Ouais, 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 ok. Ça me fait penser, on n'a pas beaucoup parlé des mégots. Est-ce que vous avez quelques chiffres concernant la pollution des mégots? Mm. Alors le mégot, c'est en France 30 milliards de mégots jetés sur la voirie, dans la nature, par terre, par an. 30 milliards. Dans le monde, c'est 4300 milliards de mégots qui sont jetés sur la planète chaque année. Je reviens à la France, 30 milliards de mégots, ça fait 20 000 tonnes de mégots à évacuer chaque année. Mhm. Donc ils peuvent être sur les plages, ils peuvent être sur les bords d'autoroutes, souvent à l'origine d'incendies d'ailleurs.
ou sur la voie publique. Alors, il faut savoir que la loi, encore une fois, on est dans un pays où il y a beaucoup de lois, puis après il y a l'application de la loi, mais la loi interdit le jet de mégots sur la voirie comme n'importe quel déchet, hein, donc vous pouvez avoir une amende de 68 à 135 euros quand vous jetez un mégot par terre. Et de plus en plus de municipalités, par exemple ici à Toulouse, ont des agents assermentés en civil qui peuvent verbaliser le jet de mégots. On considère qu'il y a encore entre un quart et un tiers des fumeurs qui jettent leurs mégots par la fenêtre de leur voiture, au-delà de les jeter au sol. Donc c'est pas quelque chose qui reste anodin. Et le problème du mégot, c'est que c'est essentiellement constitué par le filtre de cigarette. Or, ce filtre que beaucoup pensent en coton ou en d'autres substances de ce type, il faut bien rappeler que le filtre de cigarette, ce n'est qu'un plastique jetable à usage unique. Un filtre de cigarette, c'est 12 000 fibres de composés d'acétate de cellulose, donc un plastique qui met plus de 10 ans, alors pas à se biodégrader, mais à se fragmenter en microparticules plastiques qui vont contaminer les sols, les eaux. Et effectivement, il faut bien se présenter que ce chiffre 20 000 tonnes de mégots par an, c'est 20 000 tonnes de déchets plastiques. Voilà. Donc le mégot, ça reste en nombre le premier déchet retrouvé dans l'environnement et 40% des déchets qu'on retrouve en mer Méditerranée. Ok, oui, donc c'est pas du tout anodin, quoi. C'est pas anodin en quantité et en termes qualitatifs. Il faut rappeler qu'un mégot pollue jusqu'à 500 à 1000 litres d'eau et la moitié des formes vivantes qui vivent dans de l'eau contaminée par les mégots disparaissent en 96 heures, en 4 jours. Okay. Donc, je vous laisse imaginer l'impact en termes de biodiversité de ces 20 000 tonnes de mégots qu'on jette chaque année dans la nature. On voit donc que le tabac pollue bien avant d'être fumé, et c'est là que commence la deuxième catastrophe, celle pour la santé humaine. Alors, première question, pourquoi la cigarette rend-elle si accro ? Qu'est-ce que fait concrètement la nicotine à notre cerveau ? Alors, c'est une très bonne question. La nicotine, je vais le dire de façon un peu caricaturale, et puis après je vais le détailler. La nicotine est, ou était jusqu'à récemment, certainement la drogue la plus addictive sur le marché légal ou illégal, dans le sens où c'est la plus difficile à arrêter par la seule volonté. Souvent, quand on parle de drogue dure, on pense à la cocaïne ou l'héroïne. Il faut rappeler que 48% des héroïnomanes peuvent arrêter avec un placebo, contre moins de 8% des fumeurs qu'on devrait appeler, alors un terme qui est difficile à introduire dans un pays qui reste très en retard comme la France, mais qu'on devrait appeler des nicotinomanes. Les fumeurs et les vapoteurs ne sont pas autre chose que des nicotinomanes. C'est un terme qui est un peu péjoratif dans la française, mais il n'est pas dans la bouche. C'est-à-dire c'est des personnes qui sont piégées par une dépendance extrêmement forte, physique, à une substance dont ils ont besoin pour fonctionner. Alors le problème de la nicotine, c'est que déjà elle est en vente légale, qu'elle n'a pas cet aspect de drogue dure. Pourquoi ? Parce qu'elle est moins dangereuse dans le sens où personne ne meurt d'une overdose à la nicotine. Pour faire une overdose à la nicotine, il faudrait absorber pour un adulte au moins 500 mg dans la journée, ce qui n'est pas possible en fumant des cigarettes, ce qui n'est pas possible en prenant des patchs. Par contre, ça peut l'être lors d'accidents, notamment maintenant qu'il y a des cigarettes électroniques avec les fioles de e-liquide qui traînent. Si un enfant, un nouveau-né absorbe par inadvertance du liquide de cigarettes électroniques, on peut très vite avoir des doses qui se révèlent extrêmement dangereuses pour la santé. Comme les animaux de compagnie aussi, il y a eu de nombreux décès avec des chiens notamment qui ont mangé les fioles de e-liquide. Il faut rappeler que les fioles de e-liquide, ce qui a marqué dessus, c'est la concentration, c'est pas la dose. Donc quand vous avez une fiole qui a 10 mg par millilitre, je simplifie, si elle fait 10 millilitres, il y a donc 10 fois 10, 100 mg de nicotine à l'intérieur. Voilà. Donc ça peut être des quantités extrêmement importantes. La nicotine, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure avec le tabac, la nicotine, c'est un insecticide neurotoxique. Naturellement, elle est là, l'évolution a fait qu'elle soit là pour que la plante puisse se protéger des insectes. Elle va mimer l'action d'un neurotransmetteur qui est l'acétylcholine et entraîner la paralysie de l'insecte et le tuer. Chez nous, les doses pour obtenir cet effet sont trop importantes pour qu'elles soient atteignables en fumant. Voilà. Mais la nicotine va avoir un effet très important sur le cerveau et en particulier si on y expose un cerveau qui est en cours de maturation, c'est-à-dire globalement avant 25 ans. Et c'est là que tout se joue. Et les cigarettiers le savent très bien. Il faut qu'on commence à prendre de la nicotine avant 25 ans, globalement, il y a toujours des contre-exemples en médecine, pour devenir accro. Quand vous allez
consommez de la nicotine à l'adolescence, votre cerveau va se développer différemment. Et ça, c'est une réalité, c'est que le tabagisme n'est pas un comportement ou une habitude, c'est une maladie neurologique. À l'IRM, on voit des modifications structurales entre quelqu'un qui a fumé depuis l'adolescence, quelqu'un qui n'a jamais fumé. On voit des modifications fonctionnelles. Le cerveau est structurellement et fonctionnellement différent. Et donc, l'aboutissement des choses, c'est que la majorité des fumeurs adultes, encore une fois, la majorité, puisqu'en médecine, c'est une courbe de Gauss, tout le monde est différent, mais la majorité des fumeurs n'ont plus le choix. C'est pas un choix de continuer à fumer, ils ont besoin de nicotine, simplement pour fonctionner. Voilà. Fonctionner, ça veut dire être attentif, concentré, mémoriser, gérer ses émotions, avoir un transit intestinal normal, avoir un poids stable. Pour la majorité des fumeurs, arrêter de prendre de la nicotine, c'est dans les 6 à 24 heures qui suivent, troubles de l'attention, de la concentration, de la mémorisation, de la gestion des émotions, ralentissement du transit intestinal, prise de poids. C'est un piège d'une dépendance physique. Voilà. Et c'est là tout le piège de l'addiction à la nicotine. C'est qu'elle est certainement, alors je le disais jusqu'à récemment, la drogue la plus addictive. Je dis jusqu'à récemment parce que aujourd'hui, dans les liquides de vapotage, dont certains vendus 0 mg de nicotine, on joue sur le texte réglementaire, on a une drogue qui est encore plus addictive qui s'appelle la métatine, voilà, qui est un dérivé de synthèse de la nicotine. Ok, donc en gros, le cerveau peut plus fonctionner sans sa dose de nicotine, quoi. Qu'on veuille arrêter ou non, quoi qu'il arrive, on a des effets secondaires intenses, quoi. C'est un mécanisme assez proche de celui de la dépendance à l'héroïne. Voilà. Et c'est pas moi qui le dis, hein. Alors, c'est quelque chose qu'on a encore du mal à dire en France en 2025. Il faut rappeler qu'aux États-Unis, en 1988, le Surgeon General, qui est la plus haute autorité de santé publique, avait informé la population en ces termes, hein, 2 points ouvrez les guillemets, le tabagisme n'est pas autre chose qu'une toxicomanie à la nicotine avec les mêmes mécanismes cérébraux que la toxicomanie à l'héroïne. Fermez les guillemets. Et à côté de la nicotine, qu'est-ce qui est le plus toxique dans la cigarette ? Les ingrédients contenus dans le produit ou la fumée elle-même ? Je pense notamment ici aux notions de goudron et de fumée de combustion qu'on peut peut-être expliquer. Oui, c'est une très bonne question parce que la nicotine, effectivement, elle n'est pas anodine, celle qui va être à l'origine de modifications cérébrales et de l'addiction, mais elle n'est pas directement responsable des décès que l'on constate tous les jours dans les établissements de santé liés au tabagisme. Beaucoup de fumeurs pensent que le problème vient de ce que rajoutent les cigarettiers dans les cigarettes. Alors, c'est pas le problème, en fait. Je vais le dire de façon simpliste. Si les 8 millions de fumeurs quotidiens qu'il y a encore en France aujourd'hui, 8 millions de fumeurs de tabac, passaient en 2026 à des cigarettes à la verveine bio, ça va rien changer pour les établissements de santé. On aura toujours autant de BPCO, de cancer du poumon, d'infarctus. Pourquoi ? Parce que oui, les cigarettiers rajoutent des choses dans les cigarettes. Ce qu'ils rajoutent, c'est ce qui va nous permettre, faire permettre aux clients d'inhaler la fumée, puisque je rappelle que naturellement, si vous inhalez la fumée, vous toussez. Pour pas tousser, il faut rajouter des additifs, comme du menthol, comme différentes substances, comme de l'ammoniac, qui va modifier le pH de la fumée, pour rendre vos poumons incapables de détecter que cette fumée est toxique. Ça, c'est tout l'art de l'industrie du tabac, d'être arrivé à faire à la seule espèce vivante qu'a connue cette planète, un truc qui est totalement antinaturel, c'est faire rentrer la fumée jusqu'au fond des poumons sans qu'il y ait un réflexe de tout. Ça, c'est le rôle des additifs. Voilà, si vous fumez du tabac pur ou de la verveine, du géranium, de la menthe, j'en sais rien, ce qu'il faut pas faire, vous allez tousser immédiatement parce que vous n'allez pas avoir ces effets masquants. Par contre, ce qui est toxique et mortel, c'est ce qui est présent dans n'importe quelle fumée. Qu'on fume du tabac, qu'on fume du cannabis, des fleurs de CBD, ou qu'on respire la fumée d'un feu de bois. Quand on brûle une substance organique, quelle qu'elle soit, la combustion est incomplète et il va y avoir beaucoup de substances toxiques, mais 3 qui vont nous poser un gros problème, notamment les goudrons, vous en parliez. Alors, il n'y a pas de goudron dans les cigarettes. Ça, c'est encore une incompréhension qui vient du fait qu'avant le paquet neutre, il y avait le taux de goudron marqué sur le paquet. Ouais. Mais ce qui était marqué sur le paquet ne correspondait pas à l'intérieur du paquet. Je dis souvent que les cigarettes, c'est pas des pépitos. C'est pas pareil. Voilà. Quand vous achetez un paquet, j'ai rien contre la marque, Pépito. J'aime bien Pépito. Oui, n'importe Mais quel quand biscuit. vous regardez,
Voilà, peu importe, un biscuit. Quand vous regardez sur la boîte de biscuits, on vous dit le contenu, par exemple, en sucre d'un biscuit. Donc, vous savez ce qu'il y a dans le biscuit. Ce qu'il y avait sur le paquet ne correspondait pas à ce qu'il y avait dans la cigarette, puisque, spoiler, il n'y a jamais eu de goudron dans les cigarettes. Il n'y en a pas, il n'y en aura certainement jamais. C'était ce qui était censé être dans la fumée. Sauf que la cigarette était fumée par une machine, ce qui est un peu différent. Quand vous faites brûler une bûche de bois, une cigarette de tabac ou un joint de cannabis, dans tous les cas, vous avez ce qu'on appelle de la suie dans la fumée. Et la suie, c'est ça les goudrons cancérigènes. Donc, il faut bien comprendre que qu'on fume du tabac, qu'on fume un joint de fleurs de CBD ou qu'on fume de la verveine bio, la fumée est forcément cancérigène. Et elle est d'autant plus cancérigène que la plante brûle mal. C'est pour ça que les roulés vont exposer à une fumée qui est plus cancérigène que les industriels, que les joints vont exposer à une fumée qui est plus cancérigène que les cigarettes roulées ou industrielles. Et c'est pareil pour les particules fines. Et là, je vais vous donner une équivalence parce que les gens ont souvent du mal à se rendre compte, mais une seule cigarette en se consumant, en termes de quantité de particules fines émises dans la fumée, c'est ce qu'émettent 10 voitures diesel qui tournent au ralenti pendant 30 minutes. Et la dernière substance après les goudrons, les particules fines qui va être présente dans la fumée, c'est le monoxyde de carbone. Donc là encore, quoi que vous brûliez, il y aura du monoxyde de carbone. Et les fumeurs sont souvent étonnés. Alors nous, en consultation, on a un petit appareil qui est un CO-testeur. On les fait souffler pour mesurer leur pollution au monoxyde de carbone. Euh, Là, vous voyez, dans une ville comme Toulouse, aujourd'hui, on était à 4 ppm, là, où hier, l'alerte pollution, c'est 8,5. Voilà. Bon, quelqu'un qui fume 1 à 5 cigarettes par jour se balade en général entre 11 et 14. Donc, Ah ouais, c'est clairement, énorme. même quelqu'un qui se considère comme un tout petit fumeur, il explose les alertes pollution des grandes villes. On est hors concours. Et donc, à plus ou moins long terme, quels sont les risques pour un fumeur quotidien? Alors, ça, c'est l'effet un petit peu pervers du tabagisme, ce que vous me dites à plus ou moins Oui, long bah terme. oui, C'est oui, qu'en oui. fait, à court terme, il se passe pas grand-chose. Mm, On parle de maladies chroniques. Donc, la majorité des maladies associées au tabagisme vont prendre des décennies à s'installer. Ça, il faut le rappeler avec l'argument aujourd'hui qui est avancé par le commerce de la vape, qui est de dire en 15 ans, la vape a tué personne. ouais. Ah, mais en 15 ans, même l'amiante tue personne. Hein. Il n'y a pas de mésothélium, il n'y a pas de cancer du poumon en 15 ans. Hein. C'est pas dans ces délais-là qu'on voit apparaître des maladies chroniques. Donc, la majorité des maladies, si on prend les plus précoces, ça va être les maladies cardiovasculaires, donc les infarctus, c'est là qu'on va voir les mécanismes plus précoces. Là, je fais vraiment un focus sur la particularité française, puisque nous sommes les champions du monde, pas que de football, mais du tabagisme féminin. Il n'y a Ouais. aucun pays sur cette planète où il y a une telle proportion de femmes qui fument. Et ça, eh ben, il y a un prix lourd à payer pour le système de santé. C'est qu'aujourd'hui, les femmes en France meurent 7 fois plus par infarctus du myocarde que par cancer du sein, avec un âge moyen d'infarctus, de premier infarctus pour une femme fumeuse en France, qui est de 43 ans. Et ça, ce que je suis en train de vous dire, pour le médecin que je suis là, ça paraît complètement aberrant, parce que quand j'ai fait mes études de médecine il y a une vingtaine d'années de ça, on nous apprenait que ces maladies cardiaques précoces, les infarctus avant 50 ans, c'était chez les hommes. Et je ne me souviens pas, en toute honnêteté, je ne me souviens pas pendant toutes mes études d'externat, d'internat, avoir vu un infarctus chez une femme de moins de 50 ans. Je ne me souviens pas avoir vu ça. Oui, parce que c'est lié à la ménopause aussi. Les femmes sont plus protégées normalement. Exactement. Normalement, jusqu'à la ménopause, les oestrogènes naturels protègent les femmes des maladies cardiovasculaires. Sauf si le tabac rentre dans l'équation, où non seulement elles perdent cette protection, mais elles vont avoir un surrisque. Et en termes de statistiques, fumer une seule cigarette par jour augmente le risque d'infarctus de 48% pour les hommes, c'est-à-dire plus que d'avoir de l'excès de cholestérol ou d'être obèse, mais augmente de 57% une seule cigarette, le risque Wow. de faire un infarctus pour les femmes. Ah ouais. Et ça, c'est vraiment les maladies les plus précoces qu'on voit avec le tabagisme, chez les infarctus, chez les jeunes femmes. Après, c'est essentiellement les maladies respiratoires. Alors, il faut dire un mot de la BPCO post-tabagique. Oui, peut-être expliquer un petit peu ce que c'est la BPCO pour les gens qui connaissent pas. Alors, c'est une maladie qui reste largement méconnue, alors que c'est la 3e cause de mortalité dans notre pays. L'acronyme est peut-être pas évident à retenir. Hein. BPCO, c'est broncho, les bronches, pneumopathie, poumon, chronique, c'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a, elle disparaît pas. Obstructive, donc l'obstruction des poumons. C'est une maladie qui reste souvent sous-diagnostiquée parce que les fumeurs ne vont pas consulter au vu des premiers symptômes. Le premier symptôme étant l'essoufflement. Et beaucoup de patients BPCO étant sédentaires, comme ils font pas beaucoup d'activité physique, ils se rendent pas trop compte qu'ils sont essoufflés. Le problème, c'est une maladie qui évolue à bas bruit pendant des années, des décennies,
et qui évolue vers l'insuffisance respiratoire, donc le besoin en oxygène, en appareil pour respirer. Donc mon conseil de base, c'est si vous avez plus de 40 ans, que vous êtes fumeur, il faut faire un examen du souffle avec un pneumologue. C'est une maladie qui est souvent peu symptomatique au départ. Si on la prend en charge tôt, on va pouvoir protéger le capital respiratoire restant. La première chose à faire étant bien entendu l'arrêt de l'intoxication tabagique. La deuxième, c'est avoir une activité physique régulière. Et en troisième, les médicaments. Mais mettre des œillères, ça n'arrangera pas l'avenir. Et si vous avez des symptômes encore plus marqués, vous toussez, vous crachez, vous faites une bronchite qui traîne tous les hivers, il faut vraiment aller consulter un pneumologue pour dépister cette maladie, la BPCO post-tabagique. Et puis la maladie peut-être la plus effroyable, qui est le cancer. Alors, on pense au cancer du poumon, oui. Il y a aussi le cancer, on en parle moins, de la vessie et des reins, qui est extrêmement lié au tabac, puisque les goudrons vont être éliminés par voie urinaire. Là, on est aujourd'hui en France sur une dynamique de mise en place d'un dépistage du cancer du poumon avec un protocole impulsion qui est en train de se mettre en place pour que les patients les plus à risque bénéficient d'un scanner thoracique. J'insiste, la radio des poumons n'est pas un examen de dépistage du cancer du poumon. On peut très bien avoir une radio des poumons normale qui passe à côté d'un cancer du poumon. L'examen de dépistage, c'est le scanner. D'accord. Donc, c'est globalement les 3 maladies respiratoires, cancer et cardiovasculaires qui vont être les plus liées au tabagisme et qui, je le rappelle, au niveau sociétal, sont totalement évitables, qui sont des maladies industrielles liées à la consommation d'un produit. Et pour l'entourage, quels sont les risques concrets du tabagisme passif et même de ce qu'on appelle la fumée tertiaire, cette fumée qui reste sur les vêtements, les sièges après avoir fumé, même si on aère et qui reste collé, quoi, entre guillemets, si je peux me permettre. Oui. Alors, c'est une très bonne suite parce qu'effectivement, le contre-argument à ce que je viens de vous dire pourrait être de dire « Ah oui, mais je connais quelqu'un qui a jamais fumé, qui a fait un cancer du poumon, etc. » Alors, ce qu'il faut regarder, c'est l'évolution dans les sociétés où on a notablement réduit le tabagisme. Et je pense notamment aux États-Unis. Aux États-Unis, le tabagisme s'est effondré. Et 25-30 ans après, que s'est-il passé? Le cancer du poumon s'est effondré aussi. Donc, on voit une diminution drastique des cancers du poumon dans les populations qui ont arrêté de fumer. Mais il y a toujours un délai d'une trentaine d'années. Voilà. Il faut bien rappeler qu'il n'y a pas besoin d'avoir fumé une seule cigarette dans sa vie pour être atteint d'un cancer du poumon directement lié au tabagisme. La fumée est cancérigène. La fumée de tabac en particulier, puisque c'est celle à laquelle on est le plus exposé, est cancérigène. C'est validé, c'est décidé depuis plus d'une trentaine d'années par l'OMS, on le sait. Donc pour un non-fumeur, le premier facteur de risque du cancer du poumon, c'est d'être exposé à la fumée des autres. D'où les lois qui sont là pour protéger normalement la population du tabagisme passif. On peut penser à la loi Evin de 1991 en France, voilà, qui fait que normalement, eh bien, vous ne devriez pas avoir à subir l'exposition à une fumée qui ne vient pas d'une cigarette que vous avez allumée sur votre lieu de travail. On n'en est pas encore là. Aujourd'hui, en terrasse, on est encore exposé à la fumée secondaire, donc des personnes qui fument à côté de vous. Et c'est pas anodin, c'est pas qu'une question d'odeur. Voilà. Donc l'odeur, ça me permet de faire le lien avec ce que vous avez souligné, la fumée tertiaire, ce qu'on appelle le third-hand smoking ou le tabagisme environnemental. Ce qui confère l'odeur de tabac froid, ce sont les goudrons cancérigènes. Donc il faut bien réaliser que quand vous embrassez quelqu'un qui a les cheveux qui sentent le tabac, que vous avez un lieu, une pièce, des vêtements qui sentent le tabac, si vous sentez une odeur, c'est que vous avez des particules qui rentrent dans vos fosses nasales et qui sont inhalées. D'accord. Ces particules qui confèrent l'odeur de tabac froid, ce sont des goudrons. Donc quand quelqu'un sent l'odeur du tabac, quand un enfant rentre dans une voiture en disant « ça sent le tabac dans la voiture, pas ta fumée dans la... », c'est qu'il est en train d'être exposé à des goudrons cancérigènes. Donc toute la population, y compris les gens qui n'ont jamais fumé une cigarette de leur vie, sont, dans des pays où on fume beaucoup comme la France, exposés à un surrisque de cancer du poumon. Alors bien sûr, on n'est pas dans le même niveau que si vous fumez 3 paquets par jour, mais c'est une réalité en particulier pour les enfants. On sait par exemple aujourd'hui que les enfants qui grandissent dans un milieu fumeur, eh bien, ont à l'âge adulte un risque de cancer du poumon qui est augmenté de au moins 48%. Donc c'est pas rien, quoi. Voilà. Alors qu'ils n'ont jamais fumé eux-mêmes. Donc c'est vrai pour les enfants, c'est vrai aussi pour les animaux de compagnie.
Les vétérinaires en parleraient mieux que moi. Mais c'est pas normal qu'un chien fasse un cancer du poumon, un cancer du museau, un cancer de la langue. C'est pas normal qu'un chat fasse un lymphome. Voilà, ça c'est des maladies qui sont extrêmement majoritairement rencontrées chez les animaux compagnie qui évoluent dans des pièces où des personnes fument, où est présent ces résidus, où sont présents ces résidus de fumée. Donc oui, on est tous impactés en fait. Ouais. Et avec tout ce que vous m'expliquez, je me demande pourquoi encore aujourd'hui en France, on a tendance à sous-estimer l'impact sanitaire du tabac. Parce que vous l'avez rappelé, hein, quand on regarde les chiffres, c'est assez édifiant. Plus de 3 personnes sur 10 déclarent fumer dans notre pays. Et si on compare donc avec les États-Unis, comme vous l'avez dit, on tombe seulement à 11%. C'est 3 fois moins de fumeurs dans le pays qui a quand même créé la cigarette comme un produit de masse. C'est surprenant quand même tout ça. On peut le voir sous plusieurs angles. Le premier angle, c'est une question politique, au sens noble du terme. C'est que en 1994, donc il y a 30 ans de ça, 46 États américains ont attaqué collectivement les 7 multinationales du tabac en justice, ont saisi leurs documents internes et ont informé la population de ce que faisait l'industrie du tabac. Donc, si on cite quelques documents qui ont été diffusés auprès du grand public américain, on peut citer, par exemple, ce document issu de Philip Morris en 1972, qui dit, si je paraphrase un tout petit peu, nous ne vendons pas des cigarettes, la cigarette n'est pas le produit, c'est la nicotine. Notre industrie est basée sur la conception, la fabrication, la vente de doses de nicotine. Vous avez chez British American Tobacco un document où il est écrit British American Tobacco devrait apprendre à se considérer comme une entreprise vendant une drogue et non du tabac. Donc on a très rapidement dit aux Américains, c'est une drogue dure. Ce n'est pas un simple plaisir que l'on s'offre. Et l'industrie du tabac connaît depuis au moins 1962, les documents qui sont en notre possession, le lien entre tabagisme et cancer du poumon. Elle avait ses documents en interne, elle avait ses preuves, alors que officiellement, elle a continué à dire pendant 30 ans qu'il n'y avait pas de lien scientifique établi entre tabagisme et cancer du poumon. Une autre problématique aujourd'hui qui est en train de sortir, c'est des documents qui tendraient à montrer que l'industrie du tabac a la preuve aujourd'hui du lien entre augmentation notable du risque de cancer du sein chez les filles de fumeuses. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui sont en train de sortir aussi. Donc, toute cette vérité, quelque part, elle a été diffusée auprès du grand public dans des États qui ont attaqué l'industrie du tabac en justice. Nous, dans certainement l'un des plus beaux pays du monde à bien des égards, je pense notamment à l'assurance maladie, etc., il faut bien se rappeler qu'on est une exception dans le monde. Nous sommes un des rares pays à vendre le tabac sous monopole d'État. C'est-à-dire que c'est l'État qui organise la vente et la distribution des produits de l'industrie du tabac. Donc on peut comprendre que le contexte politique est très différent. C'est vraiment deux salles, deux ambiances. Ok, donc c'est quoi? C'est l'État n'a pas intérêt à diffuser toutes ces informations au grand public. C'est Alors, en psychologie sociale, on peut parler de ce qu'on appelle un piège abscon, en un seul mot, hein. C'est-à-dire qu'on est allé trop loin pour arriver à faire marche arrière et à se dire, là, comment on va expliquer qu'on n'a pas agi avant? Voilà. Alors, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de solution, mais ça veut dire que clairement, on n'en sortira pas sans une volonté politique forte. C'est pas le système de santé, c'est pas le système éducatif qui va nous sortir de là. Il faut qu'il y ait une volonté politique forte. Et cette volonté politique, elle se heurte souvent à des biais cognitifs qui est que, oui, mais on va toucher à la liberté des gens. Alors l'addiction, par définition, c'est la perte de liberté. Donc c'est pas là une liberté d'être fumeur, c'est un esclavage chimique. Mais l'objectif n'est pas de contraindre les personnes qui sont justement dépendantes aujourd'hui. C'est de mettre en place des systèmes de soins, de développer l'aide à l'arrêt du tabac. Aujourd'hui, on a des méthodes, des traitements efficaces, sûrs, qui sont très peu prescrits, très peu utilisés, très mal utilisés, très peu connus. C'est quand même dramatique que la tabacologie soit aussi peu enseignée dans les études des cursus des professionnels de santé, ce qui laisse la voie ouverte à des tas de méthodes plus ou moins farfelues. Et puis surtout, il y a une volonté ou non, mais là on rejoint la question écologique, de protéger les générations à venir. Et les pays qui ont fait le choix d'une génération sans tabac s'en sont donné les moyens. C'est-à-dire de dire, après telle année, les enfants nés dans notre pays ne doivent plus se voir la possibilité de toucher un produit qui contient du tabac ou de la nicotine. Or aujourd'hui, l'enquête récente encore du Comité national contre le tabagisme le montre, on a quasiment
un quart à un tiers des buralistes, donc des préposés de l'État, qui vendent à des mineurs un produit qu'il est interdit de vendre à des mineurs. Ouais. Donc, on peut trouver des excuses, on peut tout à fait, et il faut peut-être et certainement les soutenir pour les aider à vivre correctement de leur métier de commerce indépendant sans dépendre du tabac. Mais ça, c'est factuel. Je veux dire, tant qu'on en sera encore là, et tant qu'il n'y aura pas de sanctions, de volonté politique de protéger les enfants, eh bien, on garantira à l'industrie du tabac une nouvelle génération de personnes addictes qui continueront à entretenir ces entreprises-là. Pour continuer dans cette voie justement d'arrêt du tabac, ce que j'apprécie beaucoup dans votre approche de tabacologue, c'est que vous cherchez absolument à déculpabiliser les fumeurs. Et vous l'avez rappelé tout à l'heure, le tabagisme est une maladie neurologique chronique. Est-ce que les fumeurs en ont conscience de ça? Alors, quand on les reçoit, non. C'est souvent la première chose qu'ils mettent en avant à la fin des ateliers collectifs qu'on fait ensemble. C'est ce soulagement de la déculpabilisation. Mais je veux dire, c'est pas juste une posture, hein. Factuellement, le fumeur n'est pas le coupable. Factuellement, le fumeur, c'est la première victime de l'industrie du tabac. Il s'est fait avoir. Voilà, il s'est fait avoir et il en paye le prix. Surtout quand nous, on les voit, en général, c'est dans des contextes où il y a déjà des pathologies sévères installées. Donc, culpabiliser le fumeur, alors ça peut partir d'une bonne intention, hein. Combien d'enfants ont fâché leurs parents parce qu'ils fumaient, pourquoi? Par amour, parce qu'on a peur pour eux finalement, hein. C'est pas forcément la bonne méthode, mais votre serviteur l'a fait allègrement quand mon père fumait, effectivement. Ça part d'une bonne intention, on n'a pas les clés, mais il faut bien comprendre que, je le redis, l'addiction à la nicotine, que ce soit avec la vape ou avec la cigarette combustible, c'est une addiction qui est plus dure que l'addiction à l'héroïne. Donc la majorité des fumeurs ne peuvent pas arrêter du jour au lendemain par la volonté. C'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est pas qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'ils ne peuvent pas. Donc, ils ont besoin d'aide. Et le rôle du système de santé, c'est de leur apporter cette aide, parce qu'on ne parle pas à des coupables, on parle à des malades. Et ce serait aussi sot, finalement, pour moi, de demander à un fumeur d'arrêter de fumer, en lui disant, il suffit que tu arrêtes la nicotine et tu vas arrêter de fumer, que de dire à un diabétique, il suffit d'arrêter le sucre et tu seras plus diabétique. C'est qu'on n'a rien compris au problème. Un diabétique, ce n'est pas une personne en bonne santé. Il a effectivement une dérégulation de son métabolisme du sucre. Si vous lui faites arrêter le sucre, la seule chose qu'il va faire, c'est qu'il va faire un malaise, une hypoglycémie. Il ne sera pas guéri de son diabète. Et si vous faites arrêter la nicotine brutalement, sans traitement, sans accompagnement à un fumeur, la seule chose qui va se passer, c'est qu'il va être en hyponicotinémie. Il va être irritable, nerveux, trouble de l'humeur, il va prendre du poids, il va être constipé, il va être mal physiquement. C'est de la maltraitance. Demander à un fumeur d'arrêter de fumer sans lui proposer de soins à côté, pour un professionnel de santé, c'est de la maltraitance. Voilà. On a des soins efficaces, on a des accompagnements efficaces. Les personnes, et ils sont encore plus de 8 millions à être fumeurs quotidiens en France, à être prisonniers de cet esclavage chimique, méritent les soins les plus efficaces et les plus sûrs. On se doit de les accompagner vers cette liberté retrouvée pour eux, mais aussi pour le contexte environnemental qu'on évoquait précédemment. Parce qu'on peut créer quelque chose de mieux ensemble. Mais il y a quand même aussi beaucoup de professionnels de santé qui ne tiennent pas le même discours que vous. En tout cas, moi, j'en ai des expériences dans mes proches où un cardiologue dit à quelqu'un vous arrêtez de fumer, sinon ça sert à rien de venir me voir. Ok, mais s'il n'y a pas d'accompagnement, comment ça se fait en fait que les professionnels de santé ne soient pas encore tous... Alors, ils sont sous-formés, ça c'est sûr. On va pas dire... Alors, factuellement, dans les études de médecine, alors les miennes commencent à dater un petit peu, mais la place de la tabacologie, elle est infime. Pas la place du tabac, parce quasiment à chaque session qui s'ouvre, c'est le tabac est le premier facteur de risque de cette maladie. Donc ça, tout le système de santé est impacté par la question du tabagisme. Moi, je me souviens à mon époque, quand on passait le nouvel internat, l'examen national classant, si dans un dossier, vous aviez un patient fumeur et que vous notiez pas conseil à l'arrêt du tabac, vous aviez 0 dossier. Voilà. Mais finalement, ça résumait la connaissance qu'on nous donnait. C'est-à-dire que ce patient, son problème principal, c'est son tabagisme, il faut qu'il arrête. Mais on ne nous donnait pas les clés pour arrêter de fumer. Et encore aujourd'hui, c'est pas prêcher pour sa paroisse que de dire ça, hein, mais la place de la tabacologie, elle est totalement en inadéquation
dans l'enseignement, dans la formation initiale des professionnels de santé par rapport à l'enjeu de santé publique. Pourquoi ? Parce qu'on en revient, je pense, au manque de connaissance globale de l'existence de traitements efficaces et sûrs, et avant ça même, du paradigme qui est que l'arrêt du tabac ne dépend pas du fumeur. C'est une maladie, et ça se soigne. Et en fait, je crois qu'on bloque encore à ce stade-là. C'est là que je dis qu'on a 30 ans de retard par rapport à d'autres pays. C'est qu'on parle encore de liberté de consommer pour une addiction. Entendez bien la contradiction complète. Ouais. C'est comme si je disais qu'un esclave est libre de travailler dans les champs. Ouais. Maintenant, qu'il le veuille ou non, il doit aller travailler. Et un fumeur, qu'il le veuille ou non, il doit prendre sa dose de nicotine. Voilà. C'est un esclavage. Donc, quand on aura compris que ça ne se résume pas à un choix de comportement, à une habitude, mais que c'est bien une maladie neurologique pour laquelle il y a des traitements qui existent, là, on pourra enclencher quelque chose, un vrai changement de paradigme. Et il me semble que tous les professionnels de santé étant impactés par le tabagisme, que ce soit les sages-femmes, que ce soit les chirurgiens dentistes, que ce soit les médecins, les pharmaciens, il me semble que si vous avez fait qu'une année dans un parcours de santé, par exemple la première année de concours, vous devez avoir appris ça. Vous devez avoir appris comment donner déjà les bons conseils, avoir les bons mots, les bonnes attitudes envers quelqu'un qui fume. Donc il y a tout un changement de paradigme à mettre en place. Mais aujourd'hui, effectivement, c'est pas le cas. Donc vous avez beaucoup de professionnels de santé compétents et bienveillants qui vont avoir plutôt une approche, oui, assez dure, dans le sens, voilà, si vous continuez à fumer, vous allez mourir. Si vous continuez à fumer, ça sert à rien que je vous prescrive des traitements. Voilà. C'est un problème de formation de nos professionnels de santé. Et donc, aujourd'hui, quelles sont les solutions et accompagnements qui fonctionnent réellement pour sortir du tabac ? Parce qu'on entend aussi souvent des personnes qui disent non, les patchs, ça ne fonctionne pas chez moi, ou d'autres qui argumentent sur la prise de poids, les habitudes trop ancrées. Qu'est-ce qu'on peut répondre à toutes ces personnes ? Alors, ce qu'on peut répondre, c'est que les traitements ne fonctionnent pas s'ils ne sont pas bien utilisés. Voilà. C'est comme si, je prends souvent l'image, c'est comme si vous aviez une fracture, qu'on vous donnait de quoi vous faire un plâtre et que vous savez pas faire des plâtres. Bon, il va y avoir des problèmes. Si vous en concluez que le plâtre ne marche pas, c'est peut-être juste parce qu'en fait, il n'a pas été bien fait par quelqu'un qui était formé, qui vous a bien accompagné, qui a fait en sorte que vous n'ayez pas de phlébite dessous, voilà. Donc, les patchs, dans l'immense majorité des cas, ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce qu'ils sont très mal utilisés. L'immense majorité des fumeurs a un niveau de dépendance à la nicotine qui n'est absolument pas soulagé avec un seul patch à 21 mg de nicotine. On estime qu'entre 58 et 71% des fumeurs ont besoin au moins 2 patchs. C'est toutes les semaines qu'on a des patients à 3, 4, 5, 6, 7, 8 patchs par jour. Voilà. Ah oui. Voilà, il y a des fumeurs qui sont très dépendants, d'autres moins dépendants. Mais la majorité des fumeurs, avec un patch à 21 mg, aura l'impression que ça ne marche pas simplement parce qu'il est encore en manque. Il n'a pas sa dose. Et l'avantage de la nicotine, c'est que c'est assez simple. Si vous dépassez la dose, les fumeurs savent ce que ça fait. C'est comme quand ils ont fumé trop en soirée, ils ont un peu l'impression qu'ils fument du foin, que ça donne un peu mal à la tête, la nausée, la bouche pâteuse. Voilà, donc on sait quand on a trop de nicotine. Tant qu'on a très envie de fumer, tant que c'est dur, tant que ça donne l'impression de ne pas marcher, c'est qu'on est sous-dosé. Donc il faut souvent associer plusieurs patchs, est-ce que c'est sur 16 heures, sur 24 heures, et les associer à des formes orales. Alors là aussi, il faut trouver ce qui convient. Les gommes, des pastilles, peut-être le spray buccal pour que ça aille plus vite. Donc c'est tout un choix entre le soignant et la personne soignée pour individualiser le traitement. Voilà, c'est pas un traitement one shot et ça marche comme ça ou ça marche pas. Non, ça s'individualise. Donc souvent on est amené à faire 4 modifications, 4 adaptations de doses et de traitements pour arriver à l'arrêt du tabac en moyenne. D'accord. Et c'est normal. Voilà. Et il y a quelque chose que je voudrais vraiment dire ici parce que on ne devrait plus l'entendre depuis une vingtaine d'années, puisque c'est écrit dans les recommandations françaises, mais on l'entend encore. Il n'y a aucune contre-indication à fumer avec des patchs. Quelqu'un qui a toujours envie de fumer avec des patchs, c'est quelqu'un qui est en manque. En fumant, il va compléter ce qui lui manque. Voilà. Donc, il n'y a aucun stress que se rajoutent souvent les fumeurs en disant « Oui, mais si je commence les patchs, il faut que j'arrête de fumer. » Non, c'est comme si vous disiez à quelqu'un « Si vous commencez un traitement contre la tension artérielle, il ne faut plus avoir de tension. » Ça n'a pas de sens. On verra où en est votre tension et puis on ajustera le traitement. Ça, c'est la culture populaire aussi. Dans le film Le Pari, oui. Ils essaient d'arrêter de fumer, ils ont des patchs, ils fument et puis ils se sentent mal. Enfin, je ne sais plus exactement ce qui se passe. Mais complètement. Donc, je pense que c'est resté aussi. Ça, c'est très, très solidement ancré encore, cette idée qu'il ne faut pas fumer sous patch. Et pour le coup, ça crée un frein énorme pour les fumeurs qui en fait,
conditionne l'acceptabilité du traitement à la réussite du même traitement. En fait, c'est complètement insensé quand on y pense. Ensuite, il y a d'autres traitements qui sont efficaces et bien tolérés, mais comme tout traitement, ils doivent être prescrits sous surveillance, qu'il n'y ait pas de contre-indication, surveillance des éventuels effets indésirables, accompagnement. Mais quand c'est fait médicalement, ça se passe très bien. Donc, il y a la varinicline, le Champix qui est revenu sur le marché, un médicament qui est efficace dans le sevrage tabagique, qui n'est pas contre-indiqué chez les personnes qui ont des antécédents psychiatriques, qui n'est pas contre-indiqué chez les personnes qui ont des problèmes cardiovasculaires, qui a généralement une très bonne tolérance. Principal effet indésirable, c'est les nausées en début de traitement chez les personnes qui sont déshydratées, donc il faut bien leur dire de prendre un grand verre d'eau en prenant le comprimé, et c'est un très bon médicament. On a le Zyban, un antidépresseur au départ, qui a plus de contre-indications qu'il faut vérifier, mais qui, lorsqu'il peut être utilisé, est un bon médicament. Et on va avoir prochainement en France un médicament qui est en Espagne depuis 2022, qui est la citizine, qui offre aussi une très bonne balance efficacité-tolérance. Donc, on n'a pas beaucoup de traitements, mais on a au moins 4 traitements médicamenteux. Et je le dis souvent sans être provocateur, je n'ai jamais vu en 15 ans quelqu'un en échec de sevrage tabagique. J'ai vu des gens qui n'arrivaient pas à arrêter de fumer parce qu'ils ne voulaient pas prendre les traitements, parce qu'ils ne prenaient pas la dose qu'on leur prescrivait, parce qu'ils arrêtaient trop tôt, parce qu'ils faisaient un peu n'importe quoi avec la prescription. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui, au décours de tous ces traitements qu'on avait essayés, qui avaient bien été pris, fumait encore et m'être arrivé à me dire je ne sais pas ce que je peux faire pour vous parce qu'on a tout essayé, rien qui marche. C'est faux. En général, c'est que les traitements n'ont pas été correctement utilisés. D'accord. Voilà. Si on utilise bien les traitements qui sont à notre disposition, le tabagisme, c'est une maladie qui se soigne. Et ça dure combien de temps le traitement? Parce que les patchs, c'est pas à vie. Est-ce que après la personne arrive à arrêter les patchs? Comment ça se passe? Oui. Alors, je commence par les traitements médicamenteux, ça va vite. Le Champix, c'est 3 mois, voire 6 mois. Le Zyban, c'est 2 mois. Et la citizine, ça va de 25 jours à 6 semaines. Pour les patchs, l'inquiétude des fumeurs est souvent de se dire, oui, mais si je continue à prendre de la nicotine étant la substance qui rend dépendant, j'entretiens ma dépendance. Et comment je vais faire après pour arrêter la nicotine? Et c'est là qu'il faut bien rappeler qu'est-ce qui fait de la nicotine une substance aussi addictive. C'est le fait qu'on l'inhale, que ce soit avec la cigarette combustible ou son corollaire électronique. Quand je vais utiliser un mot qu'on utilise par exemple dans les toxicomanies, qui est le mot shoot. Voilà. Pour qu'une drogue soit une drogue dure, il faut qu'il y ait un shoot. Quand on voit un shoot, on voit plutôt une seringue et une injection intraveineuse. Mais quand on y pense, quand vous inhalez quelque chose au fond des poumons, vous allez directement envoyer cette substance dans le sang artériel. Donc vous court-circuitez totalement le circuit veineux. C'est ce qui va permettre d'envoyer cette substance plus vite à votre cerveau. Et c'est ce qui fait que tout l'art de l'industrie du tabac a été de nous permettre d'inhaler la fumée. Pas la garder en bouche comme quand vous fumez la pipe ou un cigare. Non, l'inhaler. Quand on a des patchs, au contraire, la diffusion, elle est transcutanée. Et donc, la nicotine va augmenter très progressivement dans le courant veineux pendant les 9 premières heures. Donc, il n'y a aucun effet shoot. Et ensuite, on a une diffusion continue. Donc, le fait de remplacer les shoots de nicotine quand on tirait sur une cigarette par de la nicotine en continu, comme si on était au pouce-seringue électrique, en fait, vous voyez. Ça va permettre de désactiver les récepteurs nicotiniques et de baisser la dépendance à la nicotine. Donc, les fumeurs qui sont bien dosés, au bout de quelques semaines, vont commencer à sentir des signes de surdosage, maux de tête, nausées, bouche pâteuse. C'est bien le signe qu'ils sont en train de se désaccoutumer de la nicotine et qu'il faut baisser la dose de leur traitement. Et ça, c'est ce qu'on va leur apprendre. Et on va, alors, entre 3 mois et 18 mois, globalement, voilà, se sevrer de la substitution nicotinique. L'erreur, c'est de vouloir aller plus vite que la musique. Et une fois qu'on a arrêté de fumer, d'arrêter les patchs. Là, c'est la même erreur que si vous me disiez, voilà, j'avais une fracture, on m'a fait un plâtre, ça fait 1 mois, j'ai plus mal, enlevez-moi le plâtre. Non, si on ne le garde pas 3 mois, ça ne sera pas consolidé et on va repartir pour un tour. Ok. Et concernant la cigarette électronique alors, parce que niveau écologique, on l'a vu, c'est pas forcément mieux que le tabac puisqu'on décale le problème, mais en termes de santé, est-ce que c'est mieux? Allez, alors, le concept de la cigarette électronique, c'est que dans la cigarette combustible, c'est la combustion qui est à l'origine des produits qui tuent. Et dans la cigarette électronique, il n'y a pas de combustion. On va vaporiser un e-liquide. Donc, si vous raisonnez assez simplement, vous ne pouvez plus tuer.
Voilà. Donc, le raisonnement, il est un peu simpliste. Et la cigarette électronique, dans certaines mains, ça peut être un outil d'aide à l'arrêt du tabac. Dans beaucoup de mains, ça va être une arme. La problématique, c'est qu'il faut le rappeler, on a 15 ans de recul sur la mise sur le marché de ce produit de consommation. Ce n'est pas un médicament, donc on n'a pas du tout le même circuit de pharmacovigilance. Quand on vape, ce qu'on inhale, c'est pas de la vapeur d'eau. Ça, il faut vraiment sauter l'idée qu'on vapote de la vapeur d'eau aromatisée à la fraise. On vapote d'un aérosol composé de propylène glycol. Propylène glycol, je rappelle que c'est un des principaux irritants au niveau cutané, que ça n'a jamais été fait pour aller dans le poumon. Ça semble pas poser de problème par voie alimentaire, mais que le tube digestif, ce n'est pas le poumon. Donc, est-ce que ça peut donner des maladies chroniques? Je le redis, c'est pas en 15 ans qu'on pourra être affirmatif. Certainement, il faudra plus de temps que ça. Mais on a déjà une première étude publiée en mai 2025 qui montre que le vapotage exclusif, donc chez des gens qui n'ont jamais fumé, purement vapoté, multiplie par 2,29 le risque de développer une BPCO. Ah ouais. Donc aujourd'hui, il est très clair que le vapotage est nocif pour les voies respiratoires. Dans l'état actuel, c'est moins nocif que le tabagisme, mais en même temps, je vois pas comment on peut faire pire. Mais c'est indéniablement nocif. Voilà. Donc faire penser aux gens que vapoter, c'est avoir un risque qui est tellement petit qu'il n'y a pas de risque, non, ça, c'est leur mentir. C'est nocif pour les voies respiratoires. Pour ce qui est du risque de cancer, là aujourd'hui, il n'y a pas de cancer dû au vapotage, il faut être très clair. Mais en 15 ans, c'est un délai qui est insuffisant par rapport au délai de latence du cancer. Le tabagisme, les cigarettes combustibles dont on parle depuis tout à l'heure, eh bien, il faut rappeler que la cigarette industrielle, c'est 1896, les machines à fabriquer industriellement la cigarette. 1910, vraiment l'essor dans la société américaine, et les premiers cancers du poumon, ils sont arrivés 30 ans après. L'amiante, c'est pareil, il y a à peu près 30 ans de latence pour le mésothélium. Donc, si cancer du poumon, il doit y avoir avec les produits de l'aérosol, et notamment les métaux lourds qu'on va retrouver dans l'aérosol de la vape, là aussi, rendez-vous en 2040, on verra si on est là pour le voir, quoi. Mais aujourd'hui, je ne peux pas dire, avec 15 ans de recul, je sais que la vape n'est pas cancérigène. Ce serait avouer directement que je n'ai pas compris quel est le mécanisme de la cancérogénicité des produits. Donc, en termes de sécurité, ce n'est clairement pas la méthode la plus saine et la plus sûre pour arrêter de fumer, ça c'est clair. Est-ce que c'est la plus efficace? Alors là, il y a un petit peu un jeu de dupes de l'industrie de la vape pour faire ou se passer en tout cas d'une analyse critique des études, qui est de sortir des études qui disent que la vape fait mieux que les substituts nicotiniques. C'est vrai, lorsqu'ils sont mal utilisés. Donc en vie réelle, quand les gens mettent un patch, prennent des gommes, les arrêtent au bout de 7 jours, effectivement, la vape fait mieux que ça. Mais vous n'avez aucune étude qui montre que la vape fait mieux qu'une substitution nicotinique, conforme aux recommandations de bonne pratique. Et la vape aussi, il y a plein de gens qui arrêtent de fumer, mais qui continuent de vapoter. Enfin, qui s'arrêtent plus finalement. C'est effectivement le deuxième écueil. En pratico-pratique, 67% des vapoteurs ne sont toujours pas des ex-fumeurs. Ils sont devenus des vapofumeurs. C'est-à-dire qu'ils ont réduit leur consommation de cigarettes, mais ils continuent à fumer quelques cigarettes par jour ou ils sont devenus des fumeurs occasionnels et en complément, ils vapotent. Ça, on n'a pas beaucoup de recul dessus, mais les 2 grosses études qui ont été publiées semblent, là je vais prendre des précautions, suggèrent que ce serait pire pour les voies respiratoires de vapoter plus fumer, même en ayant réduit le nombre. Je rappelle que les cigarettes, c'est pas des pépitos, c'est pas comme ça que ça marche, que être vapoteur exclusif, ce qui est sûr, et j'ai du mal à le dire, mais il semblerait même qu'être fumeur. Donc beaucoup de précautions, parce que finalement les 2 tiers des vapoteurs se retrouvent avec un nouveau cocktail toxique dans les poumons dont on n'a pas évalué la toxicité. Pour ceux qui ont réussi à arrêter complètement de fumer, l'écueil effectivement, pour les 2 tiers d'entre eux, donc il y a quand même un tiers qui arrive à passer de la cigarette à la cigarette électronique et à l'arrêt complet. Mais pour les 2 tiers d'entre eux, c'est une impasse addictologique. C'est une impasse addictologique parce qu'on va continuer à inhaler de la nicotine, ce qui va favoriser son apport rapide au cerveau. On va souvent l'utiliser avec des sels de nicotine qui vont jouer un petit peu le rôle de l'ammoniac que mettaient les industriels du tabac dans la cigarette pour accentuer le shoot de nicotine. Et on voit aujourd'hui arriver sur le marché de façon,
parallèle à la réglementation, puisque c'est pas déclaré, des dérivés de synthèse de la nicotine encore plus addictifs, comme ce qu'on appelle la métatine, la 6-méthylnicotine, qui n'est pas déclarée par le fabricant, qui n'est pas mentionnée sur l'étiquette, et dont on sait aujourd'hui qu'on va en retrouver dans certains liquides, même vendus 0 mg de nicotine. Donc vous avez aujourd'hui des personnes en France qui vapotent du 0 mg, convaincues qu'elles sont simplement dépendantes à un geste ou à un arôme, alors qu'elles sont exposées à une nicotine trafiquée, encore plus addictive que la nicotine de départ. C'est un avis purement personnel, que j'assume. Contrairement au système de santé qui a tout intérêt à voir que les patients arrêtent de fumer et soient sevrés de la nicotine et donc libérés de leur addiction, une industrie qui est basée sur une addiction n'a aucun intérêt à voir cette addiction disparaître. Olivier Galera, avant de terminer notre entretien, j'aimerais vous demander s'il y avait un seul message à faire passer à nos auditeurs, fumeurs, ex-fumeurs ou proches de fumeurs, lequel serait-il ? Le message, c'est que si vous avez du mal à arrêter de fumer, c'est normal, que vous n'êtes pas coupable, que vous êtes malade et que vous avez le droit d'être aidé. Donc rapprochez-vous d'un professionnel de santé qui est formé en tabacologie. En étant aidé, vous pourrez sortir sereinement, de cette addiction dont vous n'êtes, je le redis, pas le coupable, vous êtes la première victime. Donc n'hésitez pas à vous faire aider, vous n'êtes pas seul face au tabac. Merci d'avoir écouté La Terre nous tient à cœur. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le commenter ou à le partager autour de vous, car c'est ce qui aide le podcast à grandir. Et si vous avez une question, une idée de sujet ou tout simplement envie de découvrir les coulisses des épisodes, rendez-vous sur Instagram, sur le compte La Terre à cœur. Vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes sur votre plateforme d'écoute préférée. À très vite, et d'ici là, prenons soin de nous, prenons soin de la Terre.